Les épisodes de pluie méditerranéenne affectent l'ensemble du département de l'Hérault, mais plus spécialement le bassin du Lèze, notamment l'automne, puisque les mois d'octobre, novembre, voire décembre sont réputés pour être particulièrement pluvieux sur non seulement le bassin du Lèze, mais également tout le piémont des Cévennes. Pourquoi? Bien parce que c'est l'époque où on a à la fois de l'air froid en altitude qui va être le moteur de la situation météorologique et puis de l'air chaud ramené de Méditerranée par les courants de sud assez forts en automne. Cet air chaud et humide venant de Méditerranée va se bloquer en amont des Cévennes notamment, mais aussi des Causses du Larzac, pour donner un certain nombre d'épisodes fortement pluvieux. Le contraste de ces deux masses d'air en altitude et en surface provoque des précipitations intenses qui viennent se bloquer dans l'arrière-pays de Montpellier 7 et donc notamment sur l'ensemble du bassin du Lèze qui est une des régions les plus sensibles à ces fortes pluies d'automne. On se souvient de certains épisodes avec des quantités de l'ordre de 100-150 mm d'eau par jour, ça représente 150 litres par mètre carré. Et un épisode qui dure 3-4 jours, ça représente 300-350 mm d'eau en cumul sur ces 3-4 jours. 350 mm, c'est la moitié de ce qui tombe dans une année moyenne dans nos régions. L'ensemble du bassin se retrouve, de par ses caractéristiques géographiques, géomorphologiques et hydrométéorologiques, confronté à un risque majeur, subit des phénomènes d'inondation spectaculaires qui prennent différentes formes, crues torrentielles accentuées par les fortes pentes des petits affluents et ruisseaux, le ruissellement urbain, le débordement des étangs ou encore la submersion marine. La crue correspond à l'augmentation du débit d'un cours d'eau lorsque celui-ci reçoit une alimentation importante des eaux de pluie ou des affluents. Une crue importante entraîne alors un débordement du cours d'eau qui sort de son lit mineur pour rejoindre un lit plus important que l'on nomme lit majeur. On parle alors d'inondation. Les crues locales ont la particularité de se produire sur des cours d'eau présentant des débits très modestes tout au long de l'année. L'onde de crue générée par les pluies diluviennes peut alors prendre l'allure de vagues déferlantes se déployant sur ces cours d'eau. Les délais de réaction, surtout ceux des affluents, s'avèrent dans la majorité des cas être extrêmement rapides. À l'amont du bassin versant, les inondations sont essentiellement dues au débordement des affluents. Au niveau de la moyenne vallée, la zone inondable s'élargit et les débordements peuvent toucher localement des secteurs densément urbanisés. Sur la basse vallée, les débordements sont en grande partie réduits aujourd'hui par la présence des digues. Le ruissellement urbain est important sur le bassin versant puisque l'intensité et les volumes d'eau tombée n'arrivent pas à s'évacuer correctement sur les sols bétonnés. En outre, les réseaux d'eau pluviale sont souvent sous-dimensionnés pour les fortes intensités de pluie. Plusieurs communes et quartiers voient donc cette problématique grandir avec l'urbanisation des territoires. Le quartier de Figuerolles ou encore le faubourg Saint-Jaume, régulièrement inondés, en sont une bonne illustration. Je suis commerçant dans le quartier du faubourg Saint-Jaume à Montpellier et nous subissons chaque année des ruissellements urbains, 1 à 2 fois par an. Malheureusement, nous sommes dans une position basse dans le quartier et donc nous avons rapidement une hauteur de 1 mètre à l'extérieur qui fait que nous avons quelques difficultés. Il y a des ruissellements qui viennent du faubourg Saint-Jaume et des arceaux. De plus, nous avons un ruisseau qui est sous le rue Gérard, qui s'appelle le ruisseau des Vaches et qui aggrave le phénomène pluvieux chaque année. Nous avons été obligés de nous adapter, donc nous avons surélevé tout notre mobilier dans la pharmacie de façon à ne pas subir de dégâts trop importants. Mon prédécesseur avait lui mis en place des plots de béton au niveau de la vitrine pour éviter d'avoir des pressions importantes de l'eau dans le magasin. Mais de toute façon, tous les commerçants du quartier mettent systématiquement des bâtards d'eau pour éviter ces problèmes pluvieux. Alimentés par la mer ainsi que par le bassin versant du Lèze, les étangs palavasiens sont eux aussi amenés à déborder lors d'épisodes pluvieux intenses. Ce phénomène de débordement des étangs
se cumulent généralement au débordement des cours d'eau et au ruissellement. Les résidences qui bordent les étangs sont les premières impactées. En 2003, c'est une des plus grosses inondations que nous ayons eues. Le canal et les étangs se rejoignaient, c'était un véritable lac. Donc, pour l'événement de 2003, nous avons eu plusieurs actions qui ont été liées. D'abord, un étang de l'Arnelle qui était plein parce qu'il avait énormément plu. Des rivières qui étaient grosses, le Lez, la Mosson, enfin, étaient pleins. Donc, ces fleuves se déversaient plus ou moins sur l'étang de l'Arnelle, qui était devenu un véritable bassin de rétention qui était déjà plein. Enfin, la façade littorale du bassin versant du Lez, qui est majoritairement sableuse, comme une grande partie de la région Languedoc-Roussillon, subit une érosion régulière, soulevant la question du recul du trait de côte et des risques littoraux associés, notamment les phénomènes de submersion marine. Cette dernière, qu'elle soit permanente du fait de l'élévation générale du niveau de la mer ou temporaire comme lors de tempêtes, pourrait s'amplifier avec le phénomène de réchauffement climatique. Les enjeux concernés sont ceux situés aux abords des étangs et du littoral. On est dans une approche complexe puisqu'on a à la fois un fleuve, ses affluents et des étangs. Donc, ce qu'on a déjà fait sur ce littoral, du rechargement en sable, là où la plage s'érode, il faut regarder le coût d'une telle opération, il faut que ça vaille le coup pour 20 ans. Et puis les autres endroits où la mer va nous faire notre affaire en 5 ans, ce n'est pas la peine de mettre de l'argent public, ça va être érodé les 5 ans suivants. Et donc là, on appelle ça le repli stratégique, c'est-à-dire on laisse faire la mer et les événements. L'affluence des réservoirs karstiques sur les crues est loin d'être négligeable. Ces derniers peuvent, après des périodes de sécheresse, représenter des éponges extrêmement efficaces pour limiter les crues, avec des quantités d'eau absorbées qui peuvent ainsi varier d'1 à plusieurs dizaines de mètres cubes par seconde. Le karst constitue un ensemble assez complexe du fait de l'existence de fractures, de drains qui se sont mis en place par des phénomènes de dissolution. Tous ces éléments vont avoir finalement un rôle non négligeable lorsque l'on assiste sur ce type de bassin à des précipitations importantes. Précipitations importantes qui vont s'infiltrer préférentiellement au travers des fractures, des drains dont je viens de vous parler, donc une sorte de gruyère qui va permettre à l'eau de s'infiltrer très rapidement et ressortir au niveau de zones de résurgence. Ces résurgences pouvant participer de façon importante aux écoulements de surface et donc aux crues qu'on va observer plus en aval du système. La partie superficielle du karst, en fin de période sèche, donc typiquement à la fin de l'été, va avoir un rôle extrêmement important vis-à-vis de l'absorption des premières précipitations. Et donc il va avoir un rôle d'éponge en quelque sorte qui va absorber complètement l'eau qui va ainsi ne pas participer à l'écoulement. Dans d'autres cas de figure, lorsqu'on a saturé complètement ce karst, depuis la surface jusqu'à des parties plus profondes, l'eau va transiter de façon extrêmement rapide au travers du système, transiter vers des résurgences telles que celle du Lirou située derrière nous, et participer aux écoulements de surface de façon extrêmement conséquente, en multipliant parfois jusqu'à 2 le débit de pointe, et en participant jusqu'à 30-40% du volume total de la crue.